Bienvenue sur Who You Gonna Call, le podcast qui démystifie le paranormal. Je suis chasseuse de fantômes et avec mes invités, nous décortiquons les phénomènes paranormaux emblématiques en rétablissant la vérité. Entre mythe et réalité, nous sommes là pour vous éclairer dans la joie et la bonne humeur. Allez, vous êtes prêts ? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle saison du podcast Who You Gonna Call. On est en janvier, on peut encore se le dire, bonne année à tous. J'espère que 2023 a bien commencé pour vous. Et on est très très heureux de vous retrouver parce que finalement, les fêtes c'était cool, mais ça a été un petit peu long et on n'a pas pu vous parler pendant tout ce temps, donc on est très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui avec moi, il y a cette chère Julie. Alors attention, c'est Julie est un toutoune, c'est pas Julie Apsy. Coucou Julie, comment ça va ? Coucou, comment ça va ? Mais ça va, moi je suis trop contente de te retrouver, tu m'as manqué. Oui, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Alors, ces fêtes de Noël que tu as attendues avec impatience, c'était Alors, écoute, c'était très bien. Présentement, vous ne me voyez pas, mais j'ai encore un serre-tête de Noël parce que, voilà, pour moi, ça n'a pas duré assez longtemps. Je suis sûre qu'il y a encore les décos de Noël chez toi. Presque, oui. Presque. Bon, j'en ai enlevé quelques-unes, quoi, on va dire. Tu devrais les garder à l'année, en fait. Il faudrait que ta maison ressemble à Noël toute l'année. Enfin, tu as passé les fêtes dont tu rêvais. Comment commence 2023 ? Est-ce que ça se passe bien ? Oui, écoute, parfait. Voilà, je viens de fêter mes 43 hivers il y a peu de temps. Tout va bien, en fait. C'est vrai. Oui, un petit Capricorne. Anniversaire. Merci. Écoute, moi j'ai trouvé que 2023 commençait de façon assez étonnante et j'ai l'impression que ça a été le retour de pas mal de personnes. Moi, comme tous les ans, j'adore les passages d'année, en fait, parce que pour moi c'est signe de renouveau, c'est signe de promesse, tu vois, c'est signe de changement si t'en as envie. Et j'adore ces transitions-là. Et là, en fait, j'ai trouvé que la transition ressemblait plutôt à un ouragan, en fait, et on aurait dit que 2023... c'était un petit peu sous Mercure qui rétrograde, quoi. Je l'ai pris un petit peu dans la face. Là, ça va beaucoup mieux, mais j'ai trouvé que les 2 premières semaines étaient compliquées et j'ai vu sur les réseaux que beaucoup de gens disaient ça, en fait, que genre l'ambiance, l'atmosphère du début 2023 était vraiment super étrange. L'ambiance, je ne sais pas, mais moi, ma boîte a oublié de me payer. Ah bah oui, alors là, ça c'est vraiment, pardon, c'est la merde, hein. Voilà, j'ai commencé 2023 sans thune. Je ne sais pas si ça prévaut de mon année 2023, mais bon. Alors, tu sais, ça doit être... Je me demande si c'est pas un truc informatique, parce que tu n'es pas la seule. J'ai un ami aussi qui n'a pas été payé, et il était en panique, parce que bien évidemment, plus tu sais, après les fêtes et tout, enfin, plus personne n'a d'argent. Et je suis quasiment certaine que c'est un truc informatique à la con. Mais oui, bah, c'est pas... Quand ça commence comme ça, 2023, tu dis que ça va être compliqué. C'est ça, on verra, mais... Non, mais ça y est, c'est bon. Je pense que 2023 s'est bien lancé. Il y avait une sorte de transition qui était étrange et chelou. Là, 2023, allez, c'est l'année, ça va être une année de réussite et de succès, de prospérité pour tout le monde. C'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, aujourd'hui, avec Julie, on avait envie de vous parler d'un sujet qui nous tient vraiment beaucoup à cœur. On a fait une première édition de ce sujet. Et l'idée, en fait, c'est de vous présenter des femmes qui ont apporté de grandes choses dans le milieu du paranormal, mais qui n'ont pas eu la renommée qu'elles méritaient. Et à un point qu'aujourd'hui, en fait, on ne les connaît pas du tout. Donc, on avait fait une première édition il y a quelques mois qu'on vous invite à aller écouter. Et on avait dit déjà à l'époque qu'on voudrait renouveler l'exercice parce que pour nous, c'est très, très important. Évidemment, on est féministe. Et on trouve qu'il y a une sorte d'injustice dans tous les cas, dans toutes les histoires qu'on vous raconte, qu'on veut rétablir, justement. On veut que ces noms soient connus, on veut que leur histoire soit connue parce que c'est important tout court. Même pas par rapport au paranormal, c'est important tout court en tant qu'individu, en tant que femme. Donc, on y tient. Et aujourd'hui, on va vous parler de 4 autres femmes qui ont évidemment apporté une pierre à l'édifice du paranormal et qui, comme toutes les autres femmes, ont complètement été ignorées. Aujourd'hui, alors il y en a une surtout, je pense que vous allez connaître le nom, mais les autres, je ne pense pas. Donc, vous allez les découvrir et on espère que ça va vous plaire et surtout que vous allez être attentifs parce que l'idée après ça, c'est surtout que vous puissiez raconter vous aussi l'histoire de ces femmes parce que on veut que ça se répète en écho, on veut que le nom de ces femmes résonne partout dans le monde et surtout qu'elles ne soient pas oubliées. Alors, dans les femmes dont on va vous parler de Mary Hyre, on va vous parler de Zora Neale, de Pamela Colman Smith et on va vous parler aussi de Marie-Anne Lenormand et ça, c'est peut-être un nom qui résonne pour vous. Ma chère Julie, toi, je sais que c'est très important aussi de faire ce podcast. On en avait beaucoup parlé. Évidemment, c'est remettre la badass attitude de ces nanas
au centre du débat et voilà, de remettre toutes ces femmes à leur juste place. Exactement. Et il y a un livre d'ailleurs très très intéressant, je pense que j'en avais parlé sur un autre podcast qui s'appelle Les femmes oubliées de l'histoire, que je vous recommande parce qu'en fait, malheureusement, on se rend compte que ça se passe pas seulement dans le paranormal, ça se passe tout court dans l'histoire de l'humanité, que les femmes ont volontairement été effacées des livres d'histoire, donc tous les enfants, quand ils vont à l'école, se retrouvent avec des livres d'histoire qui n'évoquent que des hommes, ou en tout cas majoritairement à 99%. Alors que dans l'histoire de l'humanité, il y a évidemment beaucoup de femmes qui ont fait beaucoup de choses, mais qui se sont fait souvent voler la vedette par des hommes. Et c'est ça qu'on essaye de rétablir, en tout cas déjà à notre niveau dans le paranormal. Mais il faut le rétablir tout court. Hein. Donc de toute façon, si je peux vous recommander un livre, c'est celui-là, Les femmes oubliées de l'histoire. Et nous, on essaye à notre petit niveau d'apporter aussi quelque chose avec ce podcast. Donc ma chère Julie, déjà merci à toi de m'accompagner dans cet exercice parce que c'est hyper important. Et moi, je te propose de commencer de te parler de cette chère Mary Hyre. Alors, si je te demande justement tout de suite, toi, est-ce que c'est un nom que tu sembles déjà avoir entendu ? Absolument pas. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Et tu vas vite comprendre. Alors après, en plus, ce qui se passe, c'est que Mary Hyre, elle est reliée à un type de phénomènes paranormaux qui sont extrêmement rares en France. Et donc, il y a déjà ça. Il y a déjà la désinformation et l'information qui n'est pas trop connue en France, et en plus, évidemment, le nom qui est lié à ça. Donc, en fait, Mary Hyre, c'est une femme américaine. Elle va naître en 1916 aux États-Unis, et elle va développer sa carrière en tant que journaliste. Elle est reporter et manager pendant une 30aine d'années d'un journal qui s'appelle The Athens Messenger, et qui se trouve à Point-Pleasant, en Virginie-Occidentale. Alors, aujourd'hui, les plus férus de paranormal et de cryptides vont tout de suite relier Point-Pleasant, puisque Point-Pleasant, quand on entend ce nom, c'est une ville, hein, donc, on pense tout de suite Mothman. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler de Mothman ? Oui, ça par contre, je sais ce que c'est. Voilà. Alors, il y en a peut-être qui n'ont jamais entendu, et dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. En fait, Mothman, c'est un cryptide, et c'est là où je vous dis, en France, on n'est pas très cryptide, on va connaître quoi ? Bigfoot, le Yeti, mais à part ça, on s'y connaît pas trop. Dans d'autres pays, comme les États-Unis, il y a vraiment une passion pour les cryptides, et aux États-Unis, justement, il y a même une carte des cryptides, parce que pour eux, il y a des centaines et des centaines de cryptides partout. Mothman en fait partie. Mothman, c'est l'homme papillon, l'homme phalène, c'est une créature à taille humaine, un peu hybride, avec des ailes et des yeux rouges. On va commencer à en parler dans les années 60, et très exactement 66-67. À cette époque, donc, les témoignages sont surtout recensés du côté de Pointe-Plaisant. Les gens disent qu'ils vont voir cet homme voler au-dessus de la ville. Et il y a vraiment beaucoup de témoignages. Ce qui va se passer du coup, c'est qu'en 66-67, Mary Hyre, elle est déjà reporter pour The Athens Messenger, et elle est à Pointe-Plaisant. Donc elle, en fait, elle va se passionner pour ce sujet, et elle va aller rencontrer tous les témoins, elle va recenser les témoignages, elle va vraiment avoir une colonne spéciale Mothman dans le journal pour en parler très très fréquemment. Et elle, à force d'enquête, va même le voir, en fait, Mothman. Donc elle est pro-Mothman, et c'est vraiment elle qui va le mettre en avant. Ce qui va être intéressant avec Mothman, c'est que sur la même période, en fait, il va être vu dans d'autres pays. Donc il va y avoir des témoignages en Chine, en URSS. Et par rapport à, on va dire, à son physique, Mothman, en fait, c'est aussi une créature qui va exister dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire des croyances. Par exemple, en fait, il va beaucoup ressembler dans sa description à Garuda, qui est un homme-oiseau de la mythologie hindouiste. Il ressemble aussi très étrangement à l'oiseau tonnerre, qui est une créature légendaire pour la population amérindienne. C'est là où c'est un petit peu drôle, dans le sens intéressant. C'est qu'évidemment, avant que les colons arrivent aux États-Unis pour devenir aujourd'hui les Américains, il y avait avant la population amérindienne. Et de savoir que potentiellement une croyance légendaire de la population amérindienne devienne aujourd'hui un cryptide pour les Américains, il y a un truc qui est intéressant. Mais finalement, comme je dis, c'est une créature qui a été vue dans d'autres pays, en Chine et en URSS. Donc, je sais pas ce qui se passe, mais
Ce n'est pas une blague pour les Américains, par contre, Mothman. Nous, je pense qu'en France, il y a très peu de gens qui s'y intéressent. Aux États-Unis, ce n'est pas une blague, et surtout à Pointe-Plaisante. À Pointe-Plaisante, quand vous y allez, il y a une statue de Mothman. C'est vraiment genre la mascotte. Et tous les ans, au mois de septembre, il y a le festival Mothman, où vraiment tout est consacré à Mothman. Il y a des films, des documentaires sur lui, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui enquêtent à son sujet. C'est pas du tout une plaisanterie. Mothman existe, et surtout, la période où on l'aura le plus vu, il y a encore des témoignages aujourd'hui, mais là où il y a eu le plus de témoignages, c'était dans les années 66-67. Ce qui va se passer, par contre, c'est qu'en 67, il va y avoir un incident extrêmement grave. Donc à l'époque, entre Pointe-Plaisante et Gallipolis, donc il y a un fleuve, et il y avait un pont qui reliait les deux villes, qui s'appelait le Silver Bridge. Ce pont en 67, il va s'effondrer, et il va provoquer la mort de 46 personnes, donc c'est extrêmement grave. A priori, rien de paranormal. On va surtout constater que le pont n'était pas de bonne qualité. Le pont, en plus, à ce moment-là, est complètement encombré. Il y a 46 personnes qui vont mourir d'un coup et il y a des gens qui vont être rescapés. Et ces rescapés, en fait, vont, pour certains, pas tous, vont apporter quelques témoignages assez étranges, entre autres qu'ils auraient vu Mothman juste avant que le pont s'effondre, et à hauteur du pont. Et ça, Marie, évidemment, qui était déjà sur le coup à l'époque, va énormément s'y intéresser, va aller rencontrer les témoignages, et en fait, elle va, une fois de plus, passer beaucoup de temps à parler de tout ça. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va commencer à être visitée à la fois par des hommes, qu'elle va appeler les hommes en noir, les Men in Black, qui viennent la voir et qui la titillent un peu, qui l'embêtent un peu, alors déjà qui essayent d'avoir les informations, mais après qui essayent surtout de lui dire qu'il faut qu'elle arrête de s'y intéresser, en fait. Tu vois, qui essaye de la dissuader un petit peu gentiment, mais un petit peu fermement quand même, et c'est un petit peu des gens sortis de nulle part. Et en fait, il y a une autre personne aussi qui va se rapprocher d'elle, donc là on est toujours dans les années 67, c'est un certain John Keel. Alors John Keel aujourd'hui est très connu, c'est un célèbre ufologue. Il a écrit une dizaine de livres. Lui, en fait, il s'intéresse à tout ce qui peut sembler étrange, tout ce qui va être autre créature que les êtres humains. Il va s'intéresser à l'ufologie, à la cryptozoologie, aux ultraterrestres, et en fait, il fait beaucoup d'enquêtes par rapport à ça, il sort des livres. Donc, dans le milieu, en tout cas, il est extrêmement connu. Après, il fait toujours de nombreuses révélations qui portent à controverse, mais c'est quelqu'un d'extrêmement connu. Donc, à ce moment-là, John se rapproche de Marie, et ils vont entretenir une sorte de correspondance où, j'ai envie de dire malheureusement, Marie va faire beaucoup de révélations. Et en fait, elle va raconter... Alors déjà, elle racontait beaucoup de choses dans le journal, bien évidemment, donc c'était très facile à trouver. Mais en prime, elle va raconter toutes les autres choses qu'elle n'a jamais racontées dans le journal, toutes ses rencontres, tout ce qu'elle pense, toutes ses théories. Elle va beaucoup parler des Men in Black. Et voilà, ils entretiennent cette correspondance pendant quelques temps. Et en fait, en 1970, Marie va avoir une maladie d'un coup, et elle va mourir de façon fulgurante. Elle va mourir en un mois. À ce moment-là, elle a 55 ans. Et ce qu'il faut savoir, donc là, ça se passe en 1970. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1975, ce cher John Keel va sortir un livre qui s'appelle The Mothman Prophecies. Je pense que vous me voyez arriver à 10 km. Et dans The Mothman Prophecies, il raconte absolument tout ce que lui a raconté Marie, sauf qu'il le raconte en son nom, bien évidemment. Bien évidemment, ce livre est extrêmement connu, c'est ce qui va mettre en lumière Mothman dans le monde entier, puisque à l'époque de Marie, on était à un niveau local. Aujourd'hui, c'est encore la référence, et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de Mothman, on va tout de suite penser John Keel, en fait. C'est lui le référent, aujourd'hui, Mothman. Sauf que, évidemment, John Keel, son livre, et surtout la légende de Mothman, n'existerait pas sans Marie Ayer, qui a fait toutes ses recherches et toutes ses enquêtes pendant toutes ces années auparavant. Et on n'en parle pas assez, en fait. On parle beaucoup trop de John Keel, malheureusement, qui lui-même aurait dû lui rendre beaucoup plus hommage et qui ne l'a pas assez fait. Et s'il existe, c'est bien grâce à elle. Donc voilà, donc une fois de plus, on est sur une histoire où on est face à une femme qui aurait dû être connue par rapport à ce qu'elle a fait, qui n'a pas été connue, qui s'est fait voler sa renommée par un homme, et on a l'impression que l'histoire se répète à chaque fois. Vous allez voir, c'est toujours à peu près la même histoire, et qui est morte de façon complètement anonyme, et qu'en plus, après ça, des années après, on ne parle toujours pas d'elle. Donc aujourd'hui, une fois de plus,
parce qu'il y a quand même des mouvements féministes partout et aussi dans le paranormal. Il y a plein de femmes qui essayent de rétablir ça et qui essayent de mettre en avant beaucoup plus Mary Hyre que John Keel, et c'est très important. Et c'est du coup, moi aussi, ce que je vais vous demander de faire, si un jour vous êtes, j'allais dire un repas de famille, mais il y a très peu de chances que vous parliez de Mothman pendant un repas de famille, mais on ne sait jamais. Si vous parlez de Mothman avec des gens ou qu'on vous parle de Mothman, n'hésitez pas à étaler votre science et à dire que oui, si Mothman est connu, c'est grâce à Mary Hyre, et il faut, voilà, répéter son nom à voix haute parce que c'est très important. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire, ma chère Julie ? Ça me vénère. Ah bah oui, oui, comme toutes les histoires à chaque fois, de toute façon, hein, ça rend fou, quoi. Je trouve que c'est un truc de fou. Alors déjà, moi, franchement, la cryptozoologie, j'adore ça. Ouais, c'est passionnant. En France, il y en a pas, peut-être, tu vois, par les loups-garous. On a la bête du Gévaudan. Ouais, c'est vrai, on a la bête du Gévaudan. Qui était surtout un tueur en série, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas trop de choses comme ça, alors qu'aux États-Unis, mais je crois qu'il y en a dans tous les États, en fait. Exactement. C'est ça qui est rigolo. C'est là même où tu te demandes, bon, dis donc, dans chaque État, ils ont leur cryptide, ça va peut-être un peu trop loin, mais j'aime, en fait, qu'ils soient ouverts d'esprit comme ça, parce que, moi, ça me donne envie d'aller faire un tour des États-Unis, des cryptides, pour rencontrer tous ces spécialistes, parce qu'ils sont un peu farfelus aussi, quoi. Ah mais carrément, mais je trouve ça génial. Moi, je trouve ça absolument fantastique d'avoir fait des recherches comme ça. Enfin, tu vois, c'est vrai qu'on voit souvent les femmes comme des petites choses fragiles. Tu vas pas faire ça toute seule, tu vas pas aller là toute seule. Exact. Enfin, tu vois, quand on remet dans l'époque le contexte et tout, je trouve ça absolument génial. Et puis bon, après, forcément, il faut toujours qu'un mec, certainement blanc, on est d'accord, oui. vienne nous faire chier. Voilà, et nous pique toutes nos idées. C'est quand même un truc de fou, quoi. Et puis là, on est assez récent dans l'histoire, hein. Tu vois, on parle pas du début du 20e, hein. On est dans les années 70, quoi. 70-75. Donc ça veut dire que, de toute façon, c'est sans surprise pour nous, on le sait puisqu'on le vit, mais c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, ces histoires arrivent, quoi. C'est même plus une histoire d'époque, c'est juste une histoire de type. Malheureusement, les hommes nous piquent notre renommée, quoi. C'est comme ça. C'est vrai. Espérons que ça aille mieux. Espérons que ça aille mieux, tu as complètement raison. Et alors, du coup, tu vois, c'est elle aussi qui fait référence à ces fameux Men in Black, parce que c'est vrai que nous, on connaît le film avec Will Smith, qui est génial, mais Men in Black, c'est vrai que derrière, en fait, il y a véritablement, alors je vais dire des légendes, hein, parce que ça n'a jamais été prouvé, mais des gens qui disent avoir eu affaire à des Men in Black, et Mary Hyre est la première à avoir fait, l'une des premières en tout cas, à bien en parler et à les mettre en avant. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est génial. Et alors toi, ma chère Julie, tu vas nous parler d'une certaine Zora Neale. Alors oui, du coup, moi je vais vous parler de Zora Neale Hurston, que je ne connaissais pas du coup, que j'ai découvert. Et alors, merci pour cette découverte, quoi. Alors, je vais essayer d'être synthétique parce que le problème, c'est que cette nana, elle a juste une vie de dingue. C'est une queen of the badass. Ah yes, on les aime. Franchement, quand j'ai étudié sa bio, quand j'ai regardé, j'ai essayé d'aller voir tout ce qu'elle avait fait, je me suis dit, mais waouh, franchement, je comprends même pas qu'elle soit tombée dans l'oubli comme ça et qu'on n'en parle plus. Bon, la pauvre, elle cumule déjà, c'est une femme, elle est noire. À une époque où il y a la ségrégation, donc c'est pas très étonnant au final, mais quand même. Alors, cette petite Zora, elle est née le 7 janvier. J'ai envie de dire, c'est une Capricorne, donc c'est un peu normal qu'elle soit badass. Évidemment. Voilà. Big up à tous mes amis Capricorne. Et big up à tous mes amis Balance. Évidemment. Donc, elle naît le 7 janvier 1891. Alors, petit fun fact qui est très rigolo, c'est qu'en fait, elle a toujours fait en sorte, elle, de son vivant, de donner des dates de naissance contradictoires. D'accord. Est-ce qu'on sait pourquoi ou pas ? Non, on ne sait pas vraiment pourquoi en fait, mais elle brouillait les pistes sur son âge. Alors elle brouillait d'1 an, 2 ans, 3 ans, enfin voilà, mais c'est vraiment très marrant. Pendant longtemps, on a pensé qu'elle était née en 1901, donc tu vois, quand même, il y a presque 10 ans d'écart. Carrément, ouais, c'est bizarre. Et en fait, c'est des recherches historiques qui ont été faites à partir des recensements de la population qui nous ont fait établir la date exacte du 7 janvier 1891, donc elle est née dans l'état de l'Alabama. Ok, d'accord. Elle est fille d'un révérend qui était aussi charpentier et d'une institutrice couturière.
Donc, elle naît, on est bien d'accord, on remet dans son contexte parce que c'est quand même hyper important. Elle naît à une époque où l'esclavagisme est terminé, mais où on rentre dans la ségrégation. Elle vit dans une communauté noire, entièrement noire. C'est-à-dire que c'est important aussi pour la compréhension de l'histoire parce qu'en fait, elle n'a pas l'impression de vivre en tant que minorité, puisqu'elle vit en tant que majorité dans une commune ou dans une ville où il n'y a pas de blanc, en fait. D'accord. Du coup, elle ressent pas forcément jeune toute cette haine raciale, cette ségrégation. Et pour elle, à la limite, c'est presque normal, on va dire. Sa mère, malheureusement, se suicide. Elle est très jeune. Elle est âgée de 13 ans. Bon, sa mère, elle était très anxieuse. Elle, par contre, elle vivait très mal la ségrégation, les pendaisons sauvages qui avaient lieu à cette époque-là. Et elle va décéder d'une angine de poitrine. Wow. Mais voilà, certainement en fait accélérée par toute l'anxiété sociale qui peut régner autour. Voilà. À partir de ce moment-là, Zora, donc elle a 13 ans, mais elle va quand même grandir assez vite. Elle va aller à l'université, donc à l'université pour les Noirs, toujours dans la même ville où elle est née. Et alors, elle va avoir... ce qui est fou avec cette femme, c'est qu'elle va avoir... quand tu lis son palmarès, elle est romancière, novelliste, essayiste, dramaturge, anthropologue, folkloriste et journaliste. Ça fait beaucoup. Waouh, incroyable. Et elle a réellement fait tout ça, et elle a fait tout ça dès le début de ses études universitaires, en fait. Elle va rencontrer tout un tas de personnalités donc noires, notamment un anthropologue du nom de Franz Boas, pour lequel ça va être son mentor, en fait. Wow. C'est à cause de lui ou grâce à lui qu'elle va vouloir devenir anthropologue. Et ce qu'elle veut faire, c'est que, en fait, elle veut enquêter sur le folklore des populations noires. Alors, quand je dis sud-américaine, c'est pas l'Amérique du Sud, mais qui vivent au sud, dans les États du sud de l'Amérique. Voilà. Et donc, elle veut étudier comme ça tout leur folklore. Et donc, au temps de la ségrégation, au temps du Ku Klux Klan, au temps où les Blancs couraient après les Noirs dans les rues pour les attraper et les pendre de manière sauvage à des arbres. Cette nana, elle décide de prendre sa voiture qu'elle a surnommée Sassy Suzy, et elle parcourt les routes de la Floride, l'État le plus ségrégué américain, seule, avec un pistolet. Incroyable. Pour seule défense, pour parcourir les routes de Floride. Plus badass, tu peux pas là. Non, mais là, c'est pas possible. Non, tu peux Déjà, pas. là, moi, elle m'avait conquis. Je me suis dit, ok, là, c'est bon. Ça va être, alors déjà, ça va être périlleux. Elle va trouver des amis à droite à gauche chez lesquels dormir. Elle va faire ça pendant 1 an. Mais ça va être quand même très dangereux. Elle dit elle-même que plusieurs fois, elle a quand même failli risquer sa vie, que ça devenait très compliqué puisqu'elle pouvait pas s'arrêter, puisque tous les restaurants qu'elle trouvait sur la route, c'était juste marqué white only, uniquement pour les blancs. Ouais, on est dans un monde vraiment, une époque totalement différente, et que moi, j'arrive pas à comprendre, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bref. Et au cours de son périple, en fait, elle va avoir envie d'étudier le vaudou. Oh, wow. Voilà. Bon, le vaudou, le houdou, c'est vrai que c'est très ancré aussi, notamment en Louisiane, aux États-Unis. Et du coup, elle va faire partie d'un programme de doctorat en anthropologie à l'Université de Columbia. Elle va se faire financer et elle va partir à Port-au-Prince, en Haïti, en septembre 1936. Donc elle a 42, 43 ans, quelque chose comme ça, en fait. Bon, elle est super contente, hein, bien évidemment. Elle s'établit donc à Port-au-Prince et elle va commencer ses recherches. Donc bien entendu, il faut déjà qu'elle commence par gagner la confiance des prêtres vaudous. Alors, je refais une petite aparté quand même pour que tout le monde comprenne bien ce que c'est que le houdou et le vaudou.
le houdou, c'est vraiment une religion syncrétique. Mhm. Ça veut dire qu'elle est issue de plusieurs saints différents, en fait. Mais c'est une religion. Hein, c'est pas comment je pourrais dire, c'est pas, on parle souvent de magie, de choses comme ça, mais à la base, c'est une religion. Ouais. On prie des saints, voilà. Et donc du coup, elle va se gagner la confiance des prêtres vaudous, des Ungan. Elle va observer les chants, les danses, la possession, la résurrection aussi, voilà. Et elle, son objectif ultime, c'est d'étudier ce qu'est un zombie. Alors, on n'est pas dans The Walking Dead, hein, bien sûr, Non. mais les zombies, comment je pourrais expliquer ça de manière claire pour tout le monde? En fait, vous allez comprendre avec l'histoire que je vais vous raconter de Félix Mentor, en fait, puisque elle va rencontrer Félix Mentor dans une cour d'hôpital. Et Félix Mentor, là, effectivement, c'est typiquement ce qu'on appelle un zombie dans The Walking Dead. Il bouge pas, elle est décharnée. Enfin bon, voilà, il n'y a pas de réaction, les yeux sont dans le vague, enfin voilà, c'est un zombie au sens tel qu'on l'entend aujourd'hui du terme. En fait, ce qui se passe, c'est que Félix Mentor, elle a été enterrée par son mari et par son fils, et elle est revenue à la vie 29 ans après. Wow. Alors, dit comme ça, tu te dis non mais c'est pas possible, genre la résurrection des morts, etc., etc. En fait, ce truc de zombie, c'est ça, c'est des gens qui reviennent à la mort après avoir été enterrés. Mais dans la réalité des faits, ce sont des gens réellement qu'on enterre, mais qui ne sont pas morts, à qui on a injecté une toxine, en fait, qui donne l'impression qu'ils sont morts, qui arrête les battements du cœur. Et des gens mal intentionnés, alors c'est beaucoup à Haïti, hein, les zombies, il y a... Enfin, 95% de ce phénomène se passe en Haïti. Et en fait, des gens bien intentionnés viennent déterrer le soir le corps, en fait. La personne, comme elle n'est pas morte, en fait, au final, entre guillemets, il la réanime, mais elle n'est pas morte, c'est juste le temps que les effets de la toxine disparaissent. Okay. Et ces personnes-là, ils les droguent, en fait, tout au long de leur vie, pour qu'elles servent d'esclaves. Quelle horreur. En gros, c'est un peu ça. Alors, quand on parle d'esclaves, ça peut être aussi bien prostitution que dans les champs, que voilà, tout un tas de panels variés que je vais vous épargner parce que c'est pas vraiment reluisant, quoi, en fait. Voilà. Et du coup, en rencontrant Félix Mentor, voilà, elle a fait beaucoup d'études sur les zombies et elle a étudié les poisons qu'on donnait, les antidotes. Elle est allée interviewer des gens, en fait, comme Félix Mentor, qui avait ressuscité, mais elle a essayé aussi de dénoncer les gens qui venaient la nuit pour déterrer ses corps et les voler. Ça aussi, c'est badass. Hein. Moi, ça m'aurait fait Ah flipper oui. de faire un truc comme ça, hein, surtout dans ce milieu. Ah non, mais complètement, hein, enfin vraiment, sachant que elle pouvait pas, par exemple, avoir la version de Félix Mentor, puisque les drogues et les poisons qu'ils injectent font des lésions cérébrales à vie, merde. en fait. Après, quand je dis zombies, c'est que ces gens-là, après, ils sont en catharsis totale, quoi. En fait, c'est des légumes. Voilà, en gros, c'est ça. Oh là là. Et donc, en fait, voilà, elle va fouiller au plus profond du vaudou haïtien. Et bien entendu, quand on fait ça, on se heurte quand même à quelques potentielles représailles, bien entendu, puisque là-bas, c'est un vrai commerce. Il y a des gens qui payent pour avoir des zombies, justement, pour qu'ils travaillent pour eux. Oh là là. C'est un vrai commerce, j'ai envie de dire. Et oui, on s'attire les inimitiés de ces gens-là. Hein. C'est comme si aujourd'hui, je te disais, moi, je vais aller creuser dans la mafia. Tu te doutes bien que la mafia, elle va quand même gentiment m'envoyer 2-3 balles par courrier. C'est clair. Voilà. Là, c'est pareil. Et en fait, la fondation Guggenheim vient vers Zora parce que eux, ils sont fascinés par le travail qu'elle effectue. Et en fait, ils lui offrent une bourse aussi pour qu'elle continue à étudier ces phénomènes, et elle tombe malade. Oh. Et donc, elle décide de rentrer aux États-Unis plus tôt que prévu. Le problème, c'est qu'elle tombe malade, très sincèrement. Elle pense que effectivement, c'est ces gens-là qui lui ont fait quelque chose. Alors, c'est difficile à prouver, effectivement, mais pourquoi pas ? Parce que on sait que au final,
ils ont pas envie qu'elle étudie ces phénomènes-là, et peut-être qu'ils auraient pu, tu vois, lui mettre un poison quelque part. Ouais. Enfin, voilà, tout est. J'ai envie de dire que tout est possible, mais malheureusement, ça, on ne le saura jamais. Et comme le dernier podcast, on en avait parlé aussi parce que malheureusement, ça arrive beaucoup en fait à toutes ces femmes qui font des choses extraordinaires et qui décèdent dans le dénuement le plus total. Et c'est ce qui va arriver à Zora. Elle va rentrer et alors elle va encore vivre pendant 10 ans, mais sa santé va continuellement se dégrader pendant ces 10 ans. Et en fait, elle va rentrer et tout ce qu'elle va faire après tout ce qu'elle a réalisé, elle va juste faire quelques petites piges pour des journaux et des magazines. Et elle travaillera dans une bibliothèque de Cap Canaveral en Floride. Voilà, pour finir par être professeure remplaçante. Elle sera seule. Et 5 ans après, alors là sur ces 10 ans en fait, les 5 premières années, voilà, elle fait quelques piges, elle travaille en bibliothèque, elle est professeure remplaçante, et les 5 dernières années de sa vie, sa santé se sera tellement dégradée que en fait elle ne sera plus du tout autonome, et elle va être hospitalisée dans une maison de retraite qui est médicalisée en fait, et elle va y décéder en fait d'une crise cardiaque consécutive à une hypertension artérielle. Elle est pauvre. Donc elle décède en janvier, elle aussi, le 28 janvier 1960. Elle est pauvre. Et en fait, elle a tellement honte d'être comme elle est que elle meurt seule. Personne n'a été averti. C'est la commune qui va prendre en charge ses frais d'inhumation, et elle sera carrément enterrée dans une tombe anonyme au cimetière ségrégué de Fort Pierce, en Floride. Voilà. C'est triste. C'est hyper triste. C'est méga triste parce que avec la vie, et encore, je vous ai pas tout raconté parce que c'est pas possible. Encore une fois, il nous faudrait un podcast de 2 heures. Mais elle a fait tellement de choses. Elle a participé aussi à la Harlem Renaissance, qui était un groupuscule en fait qui militait pour les droits en fait des personnes noires. Voilà. Enfin, elle a fait vraiment un tas de choses, mais son plus gros travail quand même, ça a été effectivement ce gros travail d'anthropologie sur le houdou, que malheureusement en fait, elle n'a pas pu mener à son terme. Et c'est vraiment dommage parce que je suis sûre qu'elle aurait pu apporter plein de choses. Elle disait que de résumer le vaudou, c'est comme expliquer la théorie planétaire sur un timbre-poste. Oui, je peux complètement comprendre. Mais c'est ça justement qui est fascinant quand on t'écoute, parce que on pourrait croire qu'elle aurait pu mener cette quête jusqu'à la fin de sa vie, parce que justement pour ça, parce que c'est sans fin et que il aurait fallu l'étudier longtemps. Mais est-ce que toi tu penses, parce que je trouve que soudainement elle a eu une vie très rangée, est-ce que tu penses qu'elle a pris peur, ou qu'est-ce que tu penses toi? Moi, je pense pas qu'elle ait pris peur, parce que au vu de tout ce qu'elle a fait, enfin, je veux dire, elle s'est quand même baladée seule C'est ça qui est Floride, juste avec un pistolet dans un des endroits où le Ku Klux Klan régnait en maître, quoi. Donc, me dire qu'elle a eu peur, je peux pas me dire ça, tu vois. Par contre, je pense que sa santé s'est tellement dégradée qu'elle a préféré se ménager. Ouais, je pense. Ok. Et voilà, en fait, la vie de Zora, qui est juste une vie incroyable, en fait. Incroyable. Incroyable, et à la fois, comme d'habitude, la fin est hyper triste. Il y a toutes ces histoires, de toute façon, sont toujours hyper tristes, mais voilà, une fois de plus, une femme qui a apporté énormément de choses, et c'est vraiment grâce à elle qu'on connaît aujourd'hui la culture voodoo-hodou, parce que sinon, c'est impossible, en effet, d'en savoir plus si tu n'intègres pas le milieu, en fait, si tu n'en fais pas partie. Donc c'est vraiment grâce à elle, hein, si on en sait plus. Exactement. Moi, je trouve que ce genre de femme impose vraiment le respect, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Surtout, comme tu dis, par rapport à l'époque et ce qui se faisait. Ce qu'elle a fait, c'est complètement badass et c'est complètement fou, et elle mérite une fois de plus que son nom retentisse dans l'univers. Donc n'hésitez pas à raconter cette histoire aussi. Mais merci beaucoup, ma Julie, c'était super intéressant. Avec plaisir. Je vais te parler, moi, maintenant, de Pamela Colman Smith. Attention, préparez-vous à tomber amoureux, c'est ce qui m'est arrivé. Et depuis, elle m'obsède. Pamela, incroyable.
Pamela, qu'on surnommait Pixie, qui était une métisse américaine-jamaïcaine. Elle est née en 1878 en Angleterre et elle va faire très tôt une école d'art à New York. À 18 ans, sa maman va mourir. Et pleine de tristesse, en fait, elle va décider de quitter sa ville natale et elle va décider de partir sur les routes pour suivre un théâtre itinérant. Et en fait, directement sur le terrain, elle va se créer son métier. Elle va vraiment, ça se faisait beaucoup à l'époque, hein, il n'y avait pas de formation de métier, elle va devenir costumière et scénographe. On parle d'une petite Pixie, donc une petite Pamela, 18-19 ans, qui est déjà costumière, scénographe pour une troupe de théâtre itinérant et qui est aussi profondément féministe, très engagée, et d'ailleurs elle fait partie des suffragettes. À force de pièces de théâtre, parce qu'elle va finir par les monter elle-même, à force de se déplacer comme ça un petit peu partout, elle va rencontrer beaucoup de monde. Et elle va finir par très rapidement, à 20 ans environ, se faire une petite renommée d'illustratrice. Et elle va se faire remarquer par Bram Stoker et William Butler Yeats, qui est un poète. Et ils vont lui demander tous deux de faire des illustrations pour leurs œuvres. Donc ça, déjà, c'est complètement incroyable. On est face à une petite jeune fille de 20 ans qui, en 2-3 ans, s'est fait un nom dans le milieu. Donc, on parle d'une jeune femme, Pixie, engagée, indépendante, puisqu'elle n'est pas mariée. Et d'ailleurs, ça va être ainsi jusqu'à la fin de sa vie. On ne va pas lui connaître de relation. Connue pour avoir écrit des pièces de théâtre. Elle a déjà écrit des livres. Elle est connue pour avoir illustré les œuvres de personnes très connues. Donc là, on est déjà face à un exploit complètement incroyable. Les années vont un petit peu passer et en fait, à 26 ans, ça va être la première personne au monde peintre à exposer son travail dans une galerie. Il faut savoir qu'avant, dans les galeries étaient exposées seulement les photographies. Et du fait d'avoir tellement de connaissances autour d'elle et aussi que son travail soit reconnu, ses illustrations, elle a un ami peintre qui va lui dire « mais viens exposer avec moi, je vais mettre une partie mes photos et toi j'aimerais que tu mettes tes œuvres ». Et c'est la première personne au monde. Donc on pourrait se dire c'est complètement fou, cette personne doit être extrêmement connue, ne serait-ce que pour ça. Eh bien non. Et en fait, ce qui se passe, c'est que 5 ans après ça, le poète Edward Waite va lui commander des illustrations pour un nouveau tarot qu'il aimerait développer. Alors tous les gens qui ont des tarots, en tout cas, ou qui sont intéressés par la tarologie, connaissent ce tarot. C'est le tarot Rider-Waite-Smith, qui s'est pas toujours appelé comme ça, mais qui s'est longtemps appelé le tarot Rider-Waite. Et du coup, il lui commande directement à elle des illustrations, parce qu'en fait, jusque maintenant, le tarot n'était pas vraiment illustré. Il y en avait eu un en 1490 en Italie qui s'appelait la Solabusca, qui était un tarot incroyablement beau et illustré. Et d'ailleurs, Edward va demander à Pamela de s'en inspirer pour créer ce fameux tarot. Le tarot va sortir. À l'époque, il est vendu une toute petite somme. Et d'ailleurs, je crois que il n'en avait pas tant créé que ça. Et en fait, il va avoir un succès incroyable. Et encore aujourd'hui, c'est l'un des tarots les plus prisés. Et comme je le disais, pendant longtemps, ce tarot, il s'appelait Rider-Waite, donc au nom de ce cher monsieur, et pas de Pamela. Et plus tard, en fait, pour établir un petit peu la justice, on a rajouté Smith pour que le nom de Pamela apparaisse quand même dans cette création, parce que c'est surtout grâce à elle que ce tarot a été connu, et parce qu'il est devenu extrêmement célèbre, hein, très très vite. Mais ce qui va se passer, c'est qu'après ça, donc là, on est face à une Pamela qui a 30 ans hein, au moment de la sortie du tarot. Donc pendant 12 ans, elle a œuvré, elle a été extrêmement connue, elle a rencontré beaucoup de monde, elle a fait énormément de choses. Elle avait une certaine renommée à l'époque, parce que c'est toujours important, c'est toujours à l'époque que les femmes ont des renommées, mais ça ne reste pas. Après ça, elle va se convertir au catholicisme et elle va plus faire grand-chose en fait. Elle va ouvrir une maison pour les prêtres et elle va plus trop faire d'illustration, elle va plus trop se mettre dans ce milieu-là, elle va plutôt s'en éloigner. Mais surtout, ce qu'on va apprendre, en fait, c'est que on pourrait se dire qu'avec tout ce qu'elle avait fait, elle était probablement très riche. C'est ce qu'on peut imaginer. Et en fait, elle n'a jamais vraiment gagné d'argent. Elle a eu des opportunités, elle a eu une renommée, mais elle n'a jamais trop gagné d'argent. Et d'ailleurs, sur le tarot,
Elle a été payée pour faire les illustrations un tout petit peu, mais elle n'avait pas par la suite de commission, malheureusement, parce que là, sinon, elle serait milliardaire. Et elle va mourir pauvre, seule, endettée, à 65 ans. Hein. C'est comme on le dit depuis tout à l'heure, hein, c'est toujours la même finalité, malheureusement, pour ces femmes-là. Ce qui va être triste dans tout ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand son nom sort, c'est surtout pour débattre de sa vie amoureuse et très singulière pour l'époque, et même encore aujourd'hui, parce qu'on a du mal à admettre et à accepter les femmes célibataires. On comprend pas, en fait, leur style de vie, et je suis bien placée pour en parler. Et du coup, en fait, encore aujourd'hui, les gens débattent beaucoup de sa vie sexuelle et sentimentale en se demandant si elle pouvait être homosexuelle. Plutôt que de se concentrer sur vraiment l'aspect avant-gardiste et sur tout ce qu'elle a fait. Est-ce que, moi j'ai envie de dire, on s'en fout en fait qu'elle couche avec des femmes, des hommes, qu'elle ne se soit pas mariée. Au contraire, je trouve ça plutôt badass en fait, à une époque où vraiment, de toute façon, si tu n'étais pas marié à un homme ou si t'avais pas un père derrière, tu ne pouvais rien faire, tu pouvais pas prendre de décision. Je trouve ça extrêmement badass qu'elle ait décidé de devenir bohémienne et d'aller sur les routes parce que c'est peut-être un peu l'un des seuls choix qui lui restait. Et qu'elle s'en soit sortie comme ça, en fait. Mais non, aujourd'hui, les gens préfèrent débattre de sa vie sentimentale plutôt que de son talent. Moi, aujourd'hui, ce que je voulais surtout mettre en avant, c'était évidemment la femme avant-gardiste, son talent et cette queen incroyable qu'elle a été. Donc, si vous avez ce tarot à la maison, sachez que c'est grâce à elle, que c'est l'un des premiers tarots illustrés, que c'est elle qui l'a créé et qu'elle a fait, avant cela, plein d'autres choses. Donc, petit hommage pour cette chère Pixie, cette chère Pamela, qui pour moi est un modèle absolument complet. Ma chère Julie, toi qui tires les tarots, je pense que tu le connais, c'est ce tarot, de toute façon. Tout à fait, oui, je la connaissais effectivement, puisque voilà, moi j'aime bien étudier quand même ce que j'utilise, donc ouais, bon. C'est bien. Voilà. Mais encore une fois, voilà, où on a spoilé une nana complètement, alors qu'elle mérite effectivement d'avoir ses lettres de noblesse, elle aussi, quoi. Bref. Complètement. Et au-delà du talent, il y a toujours cette histoire d'argent, hein, t'as vu, c'est-à-dire qu'à l'époque, si t'as pas un homme à côté pour te donner de l'argent, j'ai l'impression que la société estime qu'une femme ne peut pas être payée, même si elle a du talent. C'est complètement dingue quand même, cette histoire, ça rend fou. Hein. Ouais, alors bon, je sais qu'on a fait des progrès depuis, mais enfin, il y en a quand même encore à faire. C'est oui, ça aussi. C'est ça le problème. Encore aujourd'hui, voilà. Il y a des différences de salaire. Oui, ça ne s'arrange pas. Bon, voilà en tout cas pour cette chère Pamela, qui moi j'ai trouvé une photo d'elle en plus où elle est stylée bohémienne. Je pense que c'est une photo qui va finir sous cadre. J'aime beaucoup cette Pamela et elle fait partie de mon cœur désormais. Pour terminer, ma chère Julie, toi tu aimerais nous parler de Marianne Lenormand. Alors là, tu pouvais pas me faire plus plaisir parce que Mademoiselle Lenormand est une de mes idoles. Elle pourrait elle aussi bénéficier d'un podcast, hein, tellement sa vie est juste phénoménale. Wow. Je connais son histoire par cœur. Wow. J'ai appris à tirer les cartes avec un petit Lenormand. Ouais. D'ailleurs, tout de suite, je vous le redis, comme ça sera clair et net. Plus jamais, je ne veux entendre qui que ce soit me dire que le grand Lenormand ou le petit Lenormand, c'est Mademoiselle Lenormand qui l'a créé. D'accord. Ce n'est pas elle. Mettons fin à cette hystérie. Mademoiselle Lenormand n'a pas créé le petit Lenormand, elle n'a jamais tiré les cartes avec, et elle n'a jamais créé le grand Lenormand, elle n'a jamais tiré les cartes avec. Elle tirait les cartes avec un jeu de 52 cartes, 54 cartes. Enfin voilà, un jeu basique. Ceci étant dit. Non, mais des fois, il faut remettre l'église au milieu du village. Mais remets-la bien et raconte-nous son histoire pour qu'on comprenne. Vas-y. On est le 27 juin 1843 sur le parvis de l'église de Saint-Jacques du Haut-Pas à Paris. L'église est tendue de blanc. Il y a des pleureuses absolument partout sur le parvis. Il y a un cortège immense, une foule immense. Pour qui ces gens sont-ils réunis ? On voit même Victor Hugo présent. Ils viennent célébrer les obsèques de Mademoiselle Lenormand. Oui, je commence par la fin. Oui, c'est bien. Parce que effectivement, c'est quand même pour vous montrer que le jour de ses obsèques, cette femme a quand même réussi à faire venir Victor Hugo, entre autres figures. Il y en a d'autres, mais c'est le plus connu. Mais il y a aussi Guizot, qui est ministre des Affaires étrangères quand même. Vous voyez, wow. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on verrait notre ministre des Affaires étrangères aux obsèques de Elisabeth Tessier. Non. C'est parce que c'est le premier nom qui m'est venu, hein. Je suis désolée, mais voilà.
Mais c'est pour vous dire, cette femme, par contre, elle, pour le coup, elle va quand même jusqu'au bout vivre dans une renommée absolument incroyable. Marianne, elle naît le 27 mai 1772 à Alençon, donc elle est normande, et elle va connaître des drames successifs puisque toute petite, à 3 ans, elle perd son père, puis elle perd sa mère, mais sa mère s'était donc remariée, donc c'est son beau-père qui l'a élevée, et son beau-père s'est à nouveau remarié, je ne sais pas si vous suivez, donc elle a un beau-père et une belle-mère qui ne sont pas du tout ses parents. Voilà. Ok. Comme dans beaucoup d'histoires, la belle-mère, elle aime pas ses enfants qui sont pas issus d'elle ni de son mari, et du coup, à cette époque-là, qu'est-ce qu'on fait? On les met au couvent. Donc, Marianne, elle va au couvent des Bénédictines, puis au couvent de la Visitation. Elle est très intelligente, très très intelligente. Elle apprend les langues mortes, les langues vivantes, le dessin, la peinture, la musique, les mathématiques. Elle sera vraiment très cultivée. Mais à côté de ça, elle adore jouer à un jeu. Donc là, on parle, elle est toute petite, hein, elle a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Enfin, on est vraiment dans cette période-là. Hein. Et à 6-7 ans, elle adore jouer à un jeu avec ses copines au couvent. C'est le jeu de la divination. Oh. Comment te dire qu'au couvent, ça fait pas bon ménage? C'est clair. Hein, voilà, les bonnes sœurs, elles sont pas trop enclins à ça. Et puis, Marianne va faire une prédiction. Elle va prédire que la mère supérieure actuellement en place va se faire virer, en gros, et que elle va donner des détails sur la mère supérieure remplaçante qui va venir. Elle a raison sur toute la ligne. C'est vraiment ce qui va se passer. Mais du coup, elle va se faire virer du couvent. Ah oui, d'accord, carrément. Waouh. Oui. Les bonnes sœurs, elles ont vraiment pas apprécié que Marianne fasse des prédictions comme ça. Pour elle, c'était un peu quand même l'objet du diable. C'est ce que j'allais dire, Satan, quoi. Ouais, exactement. Direct. Donc, elle se retrouve dehors, elle a 16 ans, et son beau-père va la prendre sous son aile. Il est en train de développer, lui, il est drapier et dentelier, puisque à Alençon, c'est un peu la ville de la dentelle. Et il ouvre une succursale sur Paris, et du coup, il va l'envoyer bosser sur Paris. Et elle va exercer, donc elle fait ce métier un petit peu, mais en fait, elle va vite arrêter. Elle va... En fait, pour vous recontextualiser, Mademoiselle Lenormand, c'est une escroquerie à part entière. La femme en elle-même est une escroquerie, en fait. Ah mince. mais je dis ça avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. C'est la nana la plus dégourdie. Comment je pourrais dire? Elle fonce, elle a peur de rien, elle a une gouaille d'enfer, elle se sort de toutes les situations, enfin voilà, c'est une escroquerie en elle-même. Je l'adore. Donc, elle va rencontrer plein de monde, elle va se faire amie avec plein de monde, elle a la relation très facile, et elle se lie d'amitié avec une cartomancienne. Donc, ils vont s'associer, elle va monter un cabinet, et elle, à cette époque-là, elle est astrologue, elle n'est pas cartomancienne. Donc, son associée va être cartomancienne, elle est astrologue, et donc, voilà, elles vont faire comme ça des consultations, et puis en fait, elle se rend vite compte quand même qu'elle peut tout faire elle-même et qu'elle n'a pas besoin d'associer. Elle commence à avoir quelques petits clients à droite à gauche, et puis alors on ne sait pas pourquoi, mais tout d'un coup elle décide de partir à Londres au moment où éclate la Révolution française, donc 1789. Et elle va elle veut absolument rencontrer, elle est fan du docteur Gall, qui est l'inventeur de la phrénologie. Donc, tu sais, la phrénologie, c'est cette science qui dit que on peut étudier le caractère de quelqu'un selon les bosses qu'il a sur le crâne. Et il a examiné, donc il rencontre le docteur Gall, Marianne, et après l'avoir examiné, il lui dira: la bosse, vous possédez la bosse de la divination, vous serez la plus grande sibylle d'Europe. Waouh. Fallait pas lui dire ça 2 fois à Marianne, croyez-moi, illico presto, elle rentre en France. Et là commence, donc à cette époque-là, tout ce qui est cartomancie, divination, etc., c'est interdit.
C'est interdit par la loi. Donc, elle monte une espèce de petite librairie qui est sa devanture officielle. Et à l'arrière de sa librairie, elle monte son cabinet, donc, qui est fermé par une porte où elle met un écriteau Mademoiselle Lenormand et elle commence à consulter les gens. Et Mademoiselle Lenormand, en plus d'être hyper méga intelligente, elle est très bonne psychologue et très bonne mentaliste. Et elle fait des ravages. Elle commence à se faire un petit nom et surtout, il y a du gratin qui commence à aller la voir. Les Marat, les Robespierre, les grands noms de la Révolution française, mais pas que. Les ministres des Affaires étrangères, enfin l'ancien ministre des Affaires étrangères vient la consulter également. Et en fait, elle se fait une petite renommée et ses prédictions sont assez justes. Elle passe son temps en prison parce que effectivement, c'est interdit, donc elle se fait souvent arrêter. 2, c'est une royaliste. Alors, au temps de la Révolution française, comment te dire que c'était pas très bien vu. Ouais. Et en plus, c'est une espionne. Et du coup, au-delà de la divination et de la cartomancie, elle se met elle-même dans des situations complètement loufoques et rocambolesques qui lui fait faire beaucoup de séjours en prison. C'est un peu une quoi, Mademoiselle Ouais. Lenormand. Ah ouais, non, mais que je dis, c'est une escroquerie, elle toute seule. Cette nana est absolument délicieuse et géniale. Et en fait, à chaque fois qu'elle va en prison, elle en ressort relativement assez vite. Hein, elle y reste pas longtemps. Voilà. Une fois d'ailleurs, c'est très drôle parce que elle se fait donc emprisonner et le gardien de prison lui dit comme ça: je suppose que vos tarots vous avez avisé de ma convocation. Elle lui répond avec un aplomb: pas mes tarots très chers, mon horoscope. Allez, bim, dans ta face. Là, il lui dit: trêve de raillerie, mademoiselle, la prison vous rendra sans doute moins agressive et grâce à moi, vous pourrez y rester longtemps. Et elle lui répond: non, pas très longtemps car j'ai tiré au grand jeu l'as de trèfle. Allez hop. Et là, il lui dit: et que représente l'as de trèfle? Et elle lui répond: votre éminent successeur, excellence, le duc de Rovigo. Et boum, dans ta face. Et effectivement, elle sort 12 jours plus tard. Oh waouh. Voilà. Pendant ses séjours en prison, elle va rencontrer une de ses... alors, je mets ça avec des guillemets, une de ses plus grandes supportrices, parce que Mademoiselle Lenormand, elle a écrit ses mémoires, mais elle a écrit ses mémoires version Mademoiselle Lenormand, c'est-à-dire il y a quand même pas mal de mythos, elle a beaucoup gonflé l'histoire. Elle avait un ego démesuré, Maria. Incroyable. Vraiment. Mais cela dit, elle va quand même rencontrer Joséphine de Beauharnais, qui, tu le sais, sera l'épouse de l'empereur Napoléon. Et elle va prédire à Joséphine un grand destin. Elle va prédire effectivement qu'elle aura une couronne sur la tête. Et c'est effectivement ce qui va se réaliser. Et alors, mythe ou réalité, on sait qu'elle a été quand même proche de Joséphine, mais proche jusqu'à quel point? Selon Marie-Anne, elles étaient best friend forever. Mais voilà, on le saura vraiment jamais parce que de toute façon, avec toute la politique qu'il y avait autour, il fallait quand même se cacher. Ouais. Et c'était pas non plus sur la place publique, quoi, tu vois, voilà. Ouais. Mais en tout cas, il se dit que Napoléon lui-même l'aurait plusieurs fois consulté. Mais bon, Napoléon, il l'aimait quand même pas trop, cette Mademoiselle Lenormand. Elle le saoulait un peu. Et puis encore une fois, lui-même interdisait la divination, la cartomancie, enfin voilà. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais. C'était une histoire de bonne femme, hein, bien entendu. Évidemment, voilà. Bref, Marie-Anne, elle va par exemple prédire à Marat sa mort, à Robespierre également, elle va lui prédire sa mort, ce qui lui vaudra d'ailleurs un séjour en prison, puisque Robespierre va l'accuser effectivement de faire des choses horribles, voilà, de tirer les cartes, etc., etc. Elle va aller en prison en Belgique aussi, où elle sera accusée d'escroquerie par quelqu'un qui va dire qu'elle a fait des prédictions fausses. Et en fait, elle va elle-même accuser au tribunal cette personne qui l'accuse, en fait, en miroir, comme ça. Et elle a une gouaille tellement d'enfer qu'encore une fois, elle arrive à s'en sortir. Et le procès de Marie-Anne va faire jurisprudence, puisque c'est un peu grâce à elle aussi qu'il y aura de moins en moins de procès pour escroquerie à la divination après. Elle va gagner son procès haut la main et elle va gagner une coquette somme d'argent. Marie-Anne, donc elle tire les cartes à tout le monde. Alors, elle fait pas que tirer les cartes. Elle, tout ce qu'il y a Mancy dedans, elle le fait.
Tu vois? D'accord, trop Elle bien. tire les cartes, elle fait l'astrologie, elle lit dans le marc de café, elle lit dans les œufs, elle, lit dans les bougies, elle fait une méthode de divination qui est absolument incroyable, qui est la divination par le coq et les graines que mange le coq. Oh, incroyable, Je génial. m'explique. Elle met des lettres, elle écrit des lettres sur des graines, d'accord? Et selon ce que le coq va manger, elle fait une prédiction. Ok. Quand je vous dis que je l'adore cette meuf. Elle est incroyable. Ouais, elle est extraordinaire. Marianne, ce que j'aime beaucoup par contre chez elle, c'est que par contre, quand elle reçoit des gens dans son cabinet, elle adapte ses tarifs en fonction de sa clientèle. C'est-à-dire qu'elle va faire payer très 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 cher aux très riches et les pauvres ne donneront que ce qu'ils peuvent. Oh, c'est bien. Et ça, voilà, ça rend quand même toute sa dimension noble au personnage. Oui, tout à fait. Elle aura écrit plusieurs livres qui se seront bien vendus, même si elle a été souvent moquée. Alors en plus, il paraît qu'elle avait un physique ingrat. Alors moi, avoir un physique ingrat, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, moi non plus. Voilà. Dans les descriptions qui sont faites d'elle, bon, en gros, ils disent qu'elle était obèse, avec un visage ingrat. Voilà. Enfin bon, nous, à notre époque... Enfin, ça veut plus rien dire, j'ai envie de ça C'est n'a pas de clair. sens, quoi. Voilà. Mais elle sera souvent moquée. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'elle prend pas vraiment soin de son hygiène. Et à 30 ans, elle en fait 60. Oh. Elle est ridée comme une vieille pomme. Ah Voilà. ouais? Ouais. Elle a les dents gâtées alors qu'elle avait de l'argent. Donc en plus, on peut pas dire que Ah c'est une ouais, c'est question de étrange. moyens financiers. Mais elle prend vraiment pas soin de son apparence. Elle fait très... tu sais, quand on dit vulgairement, parce que bon, c'est la description qu'ils en font dans les livres, mais quand on dit vulgairement, elle fait très paysanne. Ah oui, waouh, d'accord. Et elle prend vraiment pas soin d'elle. Voilà, elle a un physique un peu gâté. Bon, bref. Passons, on va dire que c'est sur l'époque. Tout ça pour m'amener à vous dire quoi? Elle a écrit plusieurs livres, donc elle a été souvent moquée. Ses livres sont pas forcément passés dans la postérité. Encore une fois, elle a un ego démesuré et elle se prête beaucoup plus de choses que ce qu'elle a vécu. Mais en réalité, moi j'ai envie de vous dire quand même, avec le nombre de fois où elle est allée en prison, elle a échappé quand même de peu à la guillotine. Quand même. Waouh, Elle s'en est toujours sortie en ayant un c'est aplomb dingue. et une suffisance extraordinaire. Voilà. Elle a rencontré, elle a vécu au même temps que Jean-Baptiste Eteya, enfin Jean-Baptiste Aliette. Je dis Eteya pour que vous compreniez, puisque c'est lui qui a créé le jeu de cartes Le Grand Eteya, et il n'est pas improbable qu'ils se soient rencontrés aussi, puisqu'ils vivaient à peu près à la même époque. Et bien entendu, elle se servait, donc c'est ce que je vous disais, d'un jeu de 52 ou 54 cartes sur lequel elle mettait des annotations. Mais en aucun cas, elle n'a créé le petit Lenormand ou le grand Lenormand, je le répète. Elle tirait les cartes avec le jeu de cartes le plus basique qu'on peut trouver. Marianne, elle va prédire qu'elle va mourir à 115 ans. Et bon, bah, ça sera peut-être sa plus grande erreur. Voilà, mais effectivement, elle va mourir à 71 ans. Quand même. Ouais, quand même. Surtout si elle n'avait pas une vie, tu sais, s'il n'y avait pas d'hygiène dans sa vie, c'est bien. Exactement. Elle va mourir d'une crise cardiaque et elle va mourir chez elle. Et alors, tu vas voir, c'est très drôle, rue de la Santé. Ok. Voilà. On pouvait pas faire mieux. Elle lègue, elle a une fortune quand même considérable. Elle lègue 300 000 francs à ses nièces, 500 000 francs en propriété immobilière. Remettons ça à l'époque, c'est le monde. C'est incroyable. Elle a acquis une fortune phénoménale. Et aujourd'hui, elle est passée à la postérité. Pourquoi aussi? Parce que y a des gens qui se sont dit, tiens, et si on créait un jeu de cartes et qu'on y mettait son nom, comme ça sera vite célèbre. Voilà, ce qui a très bien fonctionné d'ailleurs, la preuve, puisque aujourd'hui, tout le monde pense qu'elle a créé le petit Lenormand et le grand Lenormand et qu'elle tirait les cartes avec, alors que pas du tout. Ok, donc c'est vraiment un hommage. Par contre, est-ce que la technique Lenormand va avec le jeu de cartes? Est-ce qu'on apprend à tirer les cartes comme elle? Non, pas vraiment. Après, la seule, on va dire que la seule correspondance qu'on peut y voir, c'est que sur le Lenormand, sur le petit Lenormand, tu as des indications, tu sais, tu as des petites écritures sur les cartes et qu'elle, effectivement, elle écrivait sur ces cartes. D'accord. En effet, je vois très bien, j'en ai un. Voilà, mais c'est la seule correspondance qu'on peut réellement y voir. Après, le reste, non.
Que penses-tu de cette demoiselle Lenormand qui était quand même extraordinaire? Moi, je trouve ça incroyable, surtout pour son époque et une fois de plus pour une femme, à des époques, qui n'étaient pas faciles, pour nous, de voir qu'elle s'est imposée comme ça, dès le départ, dès son enfance, auprès de toutes les autorités, que ce soit, l'autorité religieuse ou les autorités masculines et qu'elle se soit imposée, qu'elle ait eu de l'aplomb, qu'elle ait toujours cru en elle et que malgré la prison, tout ça, elle ait continué et de toutes les histoires qu'on a racontées depuis le début, donc là sur après la première et la deuxième édition, on va dire que c'est l'histoire la plus positive, hein, parce que elle ne meurt pas seule, elle meurt avec des gens qui la pleurent, avec un grand office et surtout elle a de l'argent qu'elle peut léguer. Elle a été connue, elle a été reconnue même, donc c'est peut-être la plus belle histoire qu'on a entendue depuis le début. C'est ça, Mademoiselle Lenormand, parmi ses alors bon, est-ce qu'elle avait vraiment des prédictions? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle était une excellente mentaliste. Ok. Elle observait énormément les gens quand elle les recevait et elle les faisait aussi beaucoup parler. Et puis, comme elle évoluait dans des cercles quand même très privilégiés, il serait pas étonnant de dire qu'elle avait accès à certains secrets qui font qu'après, quand elle recevait les gens en cabinet, tu vois, voilà, elle pouvait débiter des choses, en fait. Ouais, ok. Voilà. Il paraît que quand elle recevait, en plus, elle débitait énormément. Elle avait un flot de paroles continu, très très rapide, qui fait que ça perdait aussi beaucoup les gens. Ok, est-ce que c'était une façon de les embrouiller un peu, tu penses? Peut-être. Ouais. Ça, il y a quelqu'un qui pourra nous le dire. Et en tout cas, parmi une des prédictions qu'elle avait fait, elle avait prédit la chute d'un grand aigle en 1915. D'accord. Est-ce que c'est une histoire avec un avion, du coup? Ou Bah, autre? on peut y voir surtout la chute de l'Allemagne à 3 Ah! ans près. En Oui, fait, elle se d'accord. serait trompée de 3 ans, mais en tout cas, on peut y voir, tu vois, la chute de l'Allemagne. Pourquoi pas? Après tout, Mmh. laissons-lui le bénéfice du doute. Et Mademoiselle Lenormand, donc, elle est inhumée au cimetière du Père-Lachaise, bien Mmh. entendu. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai une story permanente justement où je vous emmène visiter tous les, comment on va dire, les personnes dans la sphère ésotérique en fait du cimetière du Père-Lachaise. Et donc ça tombe bien, elle est souvent visitée. Il y a souvent des gens qui laissent des jeux de cartes parce qu'on me dit que du coup ils imprègnent de l'aura de D'accord, Mademoiselle Lenormand leurs jeux de cartes. OK. Voilà. Et moi j'avoue que même si c'est une imposture, Mademoiselle Lenormand, je l'aime profondément, d'un amour infini. Et j'ai eu la chance d'acquérir un de ses livres dédicacés par sa main. Oh! Et je crois que c'est le Oh! plus grand trésor que j'ai au monde. Ah ouais, ça franchement, j'espère que tu vas pas le revendre celui-là, parce que tu revends souvent tes Jamais, livres. Ah ouais, non, ne le jamais. revends pas. Ça, c'est une rareté incroyable. Alors moi, ma question, c'est du coup, toi, tu as conscience que c'était une arnaque, mais tu l'adores, mais est-ce que dans le milieu, du coup, de la cartomancie, est-ce qu'elle est acceptée, Mademoiselle Lenormand? Est-ce qu'on l'admire? Est-ce qu'on l'accepte? Le problème, c'est que il y a une sorte d'émulation auprès d'elle, mais parce que les gens ne connaissent pas son histoire. Et D'accord. c'est pour ça que je dis, en introduction, je disais, c'est pas elle qui a créé ces jeux-là, parce que Mmh. il y a quand même beaucoup de gens qui se renseignent pas forcément. Oui, c'est sûr. Et du coup, ils pensent tous que elle est extraordinaire, qu'elle a fait ces jeux-là, etc., etc. Mais en fait, pas du tout. Quand tu te penches réellement et que tu étudies son histoire, peut-être qu'elle avait des fois des choses qui lui venaient, tu vois, c'était certainement vrai, mais pas que, OK. honnêtement, voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, elle est respectée, elle est adulée, elle est, voilà. Moi-même, je tire des cartes avec le petit Lenormand, par contre, j'ai bien conscience qu'elle n'a rien à voir là-dedans. J'en ai un aussi et j'aime bien l'utiliser, j'avoue. Et justement, ces petites annotations, alors tu vois, si c'est vraiment ça vient d'elle, moi je pensais que c'était juste. Moi je savais bien que c'était pas elle qui avait créé le tarot, mais je savais pas par contre que les petites annotations étaient inspirées de sa façon de tirer le tarot. Donc ça me plaît parce que moi j'aime bien ces petites annotations. Mais c'est Mhm. pas c'est plus mon jeu de tarot préféré. Mais je peux comprendre qu'on aime bien. Ok, et ben écoute, moi merci beaucoup pour toutes ces précisions parce que je pense que c'était important, bah, ne serait-ce que pour établir la vérité, puisque c'est ce qu'on fait déjà avec cette édition de podcast. Et on aime beaucoup, bien sûr, Mademoiselle Lenormand, mais pour le simple fait que, même si tu dis que c'est une arnaque, et j'aime bien le terme parce que c'est un petit peu ça, moi je pense qu'elle avait quand même du talent. De toute façon, le simple fait d'imposer quelque chose, c'est du talent, surtout dans les sociétés dans lesquelles ces femmes ont évolué. Mhm. Mais j'apprécie encore plus qu'elle soit reconnue.
parce que c'est tellement, tellement rare que des femmes arrivent à sortir du lot et qu'on se rappelle de leur nom et qu'on en parle, tu vois. Donc au moins, elle a réussi à faire ça et c'est tout à son honneur. La seule chose, c'est que toi, grâce à toi, tu as rétabli la vérité et l'histoire et au moins maintenant, les gens auront des clés. Et on les invite bien évidemment à utiliser ce jeu de tarot, hein, même si ce n'est pas Mademoiselle Lenormand qui l'a créé, il est quand même très bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce tarot. On est d'accord. On est d'accord. Merci ma Julie, une fois de plus, pour avoir étalé ta science comme ça nous fait énormément plaisir. Mais surtout, merci à toi de me permettre d'étaler comme ça ma confiture sur ma tartine de pain. Je savais que tu allais parler de confiture. Putain, on a été connectés pendant une seconde, je te dis, elle va parler. On va dû le dire à moi, on l'aurait dit en même temps, ça aurait été rigolo. Merci ma Julie. On espère que ça vous a plu. On espère que ce type de podcast vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire parce que nous, ça nous tient à cœur. Mais finalement, si ça plaît à personne, on va peut-être pas vous embêter avec ça. Mais on aimerait beaucoup en faire de temps en temps, en fait, faire plusieurs éditions parce que, évidemment, hein, il n'y a pas que 4 femmes à chaque fois qui ont eu un destin qui n'était pas assez mis en avant. On voudrait parler de plein d'autres femmes. Donc si ça vous plaît, vous nous le dites en commentaire et on vous reproposera plusieurs éditions au cours de l'année. En tout cas, en attendant le prochain podcast, sachez que vous pouvez retrouver ma chère Julie qui a déjà sur Insta, comme elle disait, une story permanente sur le Père Lachaise et plein d'autres choses hyper intéressantes. Alors justement, où est-ce que les gens peuvent te retrouver, ma Julie ? Et ben donc sur Instagram, Julie est un toutoun, comme d'habitude. Comme d'habitude, avec les petits tirets. Si vous souhaitez suivre un petit peu l'Insta du podcast, alors on va surtout mettre en image tout ce qu'on s'est dit, donc vous verrez souvent les visages des personnes qui sont citées ou autres exemples. Donc c'est Who You Gonna Call tout attaché podcast. Il y a aussi mon Instagram que vous pouvez retrouver sous Vanessa-Paranormal Life. Et là, vous verrez, si vous voulez voir un petit peu l'ampleur de tout ce que je fais, il y a un lien Linktree, vous cliquez dessus et ça va vous rediriger vers tous mes autres réseaux et toutes les choses que j'ai faites. Si vous voulez nous rejoindre sur les Nuits Ghost Hunt, alors si vous débarquez sur ce podcast, vous ne savez pas ce que c'est. Les Nuits Ghost Hunt, ce sont des événements dans des lieux présumés hantés, souvent des châteaux, en France. Et du coup, on vous accueille avec ma petite équipe de spécialistes du paranormal. On vous fait une petite conférence et surtout, on vous emmène en immersion dans notre métier. Donc, on part enquêter tous ensemble. Et dans cette équipe, il y a cette chère Julie qui vient sur les événements. Il y a aussi River James et William. Donc le site internet c'est lesnuitsghosthunt.com et là il y a des événements environ tous les 2-3 mois. Si ça vous intéresse, il y a un événement en Vendée pour la Saint-Valentin dans un château et il reste je crois 2-3 places pour le vendredi. Julie sera présente et d'ailleurs toute l'équipe est au complet. Donc, trop bien. Nous rejoindre. Et enfin, si vous voulez aller encore plus loin dans tous les sens du terme, partir plusieurs jours à la découverte de phénomènes paranormaux ou autres légendes dans le monde entier et en voyage avec d'autres passionnés, eh bien sachez que j'ai créé une agence de voyage qui s'appelle Les Voyages Extraordinaires. Vous pouvez retrouver le site sur lesvoyagesextraordinaires avec des tirets et .fr. Et là, vous allez voir les séjours qui sont actuellement proposés, à savoir qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver dans le cours de l'année. Dans mon équipe de spécialistes, il y a aussi Julie Riverdale. Oh bah dis donc Dis donc, elle est partout. Mais évidemment, moi, je suis... quand je suis entourée de gens géniaux, j'aime les mettre à contribution partout. Donc voilà, donc vous pourrez retrouver Julie. Alors pour l'instant, les séjours avec Julie ne sont pas proposés, mais ils vont l'être prochainement. Préparez-vous parce que ça va être du lourd. Mais voilà, donc si vous voulez voyager avec nous, c'est avec grand plaisir. En attendant, si vous ne voulez rien faire de tout ça, en tout cas sachez que le podcast est proposé a priori de façon mensuelle maintenant. On se retrouve bientôt avec grand plaisir et n'hésitez pas à nous écrire parce que ça nous fait toujours énormément plaisir d'avoir vos petits messages. On vous fait plein de bisous ma Julie, au plaisir de te retrouver. À très bientôt. Oui, à très bientôt, ciao.